bonjour à toutes et ben, à tous. Je te laisse la scène. J'appelle au secours si ça va pas. Ouais. On Tu fait comme seras ça. là, tu seras pas loin. On fait comme ça. Ok, merci. Le programme de ces assises est bien fait puisqu'on vient d'entendre beaucoup parler de culture et de valeurs. La culture de la montagne, la culture de Attends, l'alpinisme. par contre, là on finit, c'est la dernière, s'il vous plaît, derrière. J'entends bien qu'il y ait une volonté un peu de discuter, mais on va respecter la dernière table ronde et faire en sorte que Claude puisse s'exprimer dans le silence, s'il vous plaît. Donc on a beaucoup parlé des valeurs de l'alpinisme et de la culture de la montagne. Alors ça tombe très bien parce que c'est justement pour faire reconnaître, faire connaître et défendre cette culture et ces valeurs qu'il y a quelques années, une petite équipe a eu l'idée saugrenue de se lancer dans une candidature d'inscription de l'alpinisme au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est bien passé, même si ça a mis 8 ans. Alors, il paraît que 8 ans pour obtenir une classification UNESCO, c'est rapide. Mais nous, on a trouvé quand même le temps long. C'est une procédure très difficile, complexe, surtout que dans le cas présent, elle a été portée par 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Alors, 3 pays, et on décline dessous 3 collectivités locales, 3 clubs alpins, 3 associations de guides, etc. Donc ça fait tout un ensemble de partenaires qui doivent apprendre à travailler ensemble et ce n'est pas toujours facile. Alors on va commencer rapidement. Comme le PCI, c'est un drôle de machin, même nous au début on n'a pas su ce que c'était. On va commencer avec Bernard Prudhomme, guide de Chamonix, et qui est membre du COPIL depuis le début. Il va nous expliquer ce que c'est que le PCI. Après, c'est pour ça qu'on ne fait pas monter tout le monde tout de suite, c'est qu'on va vous passer un petit fil et on ne voulait pas mettre tout le monde avec le projecteur dans la figure parce que ça dure quand même 10 minutes. Oui, comment ça marche ? Oui. Qu'est-ce que c'est que le PCI ? Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, la définition exacte, c'est c'est une convention internationale qui a été signée par 178 pays en 2003. Jusque-là, ils s'intéressaient au paysage physique, à la nature, ils classaient des sites, et puis aux monuments, etc. Là, ils se sont intéressés tout d'un coup à valoriser les traditions vivantes, héritées de nos ancêtres. Donc il fallait avoir un peu de culture, un peu d'âge. Nous, on est finalement une culture très, très jeune. On a quoi, 300-400 ans de... Oui, on peut aller en Antiquité, trouver des grimpeurs, certains petits sommets, mais on a approximativement 300 ans d'existence. Donc c'est jeune pour une culture. Et ensuite, l'UNESCO est très très intéressé par la transmission et par l'évolution de l'alpinisme pour le futur. Et la transmission, la formation, on en a parlé dernièrement jusqu'à maintenant. Là. Aujourd'hui, il y a 508 pratiques qui ont été classées et portées par 122 pays. Donc vous avez vu aussi, Pierre Mathey vous avez présenté les avalanches qui ont eu l'agrément l'année dernière. Donc au-delà de ça, on peut donner quelques exemples. On peut donner l'équitation, qui était une des premières à être classée. Et l'équitation, c'est intéressant parce qu'on vous racontera peut-être tout à l'heure comment l'UNESCO a pu finalement sauver le cadre noir de Saumur. Et puis, les avalanches, on les a citées. Il y a le yoga, il y a d'autres pratiques. Et la difficulté, c'était de bien connaître le vocabulaire de l'UNESCO pour savoir si l'alpinisme pouvait rentrer dans les critères de l'UNESCO. C'est ce qu'on a fait. Et dans la présentation qu'on doit postuler à l'UNESCO, il y a un dossier de quelque chose comme 60 pages, un film qu'on va vous présenter tout de suite de 10 minutes, et puis on a demandé quelques soutiens, parce que c'est obligatoire pour la candidature, et on a eu 99 soutiens, et c'est pas une lettre de soutien en disant je soutiens, je signe en bas, c'est polycopié. Non, c'est chacun des partenaires qu'on a sollicités et qui ont exploré personnellement un peu ce que l'alpinisme leur avait apporté, ce que l'alpinisme avait développé pour eux et comment ils soutenaient la candidature à l'UNESCO. Donc on va vous laisser voir le film et on en reparle après.
ce film fait partie du dossier. Les candidats sont tenus de présenter un petit film est l'art de gravir aux en experts. autonomie des sommets et des parois en haute montagne, en terrain rocheux ou glaciaire, en utilisant des techniques adaptées, du matériel et des outils très spécifiques. Mais l'alpinisme se caractérise aussi et surtout par une culture partagée, faite de savoirs et de savoir-faire. De tout âge, amateurs et professionnels, femmes et hommes, les alpinistes pratiquent leur art selon leurs conditions physiques, leur niveau technique et leurs expériences acquises sur le terrain. L'histoire commence ce mois d'août 1786. Paccard et Balma foulent la cime du Mont Blanc. C'est le début de la conquête des hauts sommets d'Europe. Dès les premières ascensions, les alpinistes ont ressenti le besoin de communiquer leurs émotions, leurs engagements, leur passion pour cette montagne. Ce sont ces récits et ces premières gravures, représentant les glaciers et les sommets, qui ont suscité des vocations et exalté le goût de l'exploration de ces hauts lieux par les aventuriers de l'époque, les premiers alpinistes. La pratique s'invente dans la partie centrale des Alpes, entre le Mont Blanc, le Mont Rose et le Cervin, puis se développe dans tout l'arc alpin. Après plus de 2 siècles, Je la refais pour tout le monde. En fait, c'est un hommage au cinéma muet. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je vais occuper l'espace. l'alpinisme est l'art de gravir en autonomie des sommets et des parois en haute montagne, en terrain rocheux ou glaciaire, en utilisant des techniques adaptées, du matériel et des outils très spécifiques. Mais l'alpinisme se caractérise aussi et surtout par une culture partagée, faite de savoirs et de savoir-faire. De tout âge, amateurs et professionnels, femmes et hommes, les alpinistes pratiquent leur art selon leurs conditions physiques, leur niveau technique et leurs expériences acquises sur le terrain. L'histoire commence ce mois d'août 1786. Paccard et Balma foulent la cime du Mont Blanc. C'est le début de la conquête des hauts sommets d'Europe. Dès les premières ascensions, les alpinistes ont ressenti le besoin de communiquer leurs émotions, leurs engagements, leur passion pour cette montagne. Ce sont ces récits et ces premières gravures, représentant les glaciers et les sommets, qui ont suscité des vocations et exalté le goût de l'exploration de ces hauts lieux par les aventuriers de l'époque, les premiers alpinistes. La pratique s'invente dans la partie centrale des Alpes, entre le Mont Blanc, le Mont Rose et le Cervin, puis se développe dans tout l'arc alpin. Après plus de 2 siècles. Bon, alors je voulais vous expliquer que l'inscription sur la liste du PCI, c'était pas une mise au musée. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur le fait de voir l'alpinisme figé dans un modèle plutôt ancien et traditionnel. Il faut surtout pas s'imaginer ça. Au début, on a beaucoup travaillé sur l'histoire, les racines, et on s'est fait recadrer par le ministère de la Culture. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait les 3 ministères de la Culture dans le coup, qui nous ont rappelé qu'en fait, on était en train de défendre une activité qui était vivante, qui avait évolué et qui allait continuer à évoluer. Et que c'était pour ça qu'elle serait sélectionnée, inscrite sur la liste représentative du PCI. Bon, on va peut-être oublier le film. Hein. Je vais appeler les intervenants. Vous connaissez déjà donc Bernard Prudhomme, membre du COPIL, guide de Chamonix. Claude Marin, également guide,
qui est le président du comité de pilotage, qui a été longtemps en charge des affaires culturelles de la mairie de Chamonix. Il s'est occupé en particulier du Festival des sciences, des rencontres au sommet, de 1865, les 150 ans de l'âge d'or de l'alpinisme. Quoi encore? Enfin, plein de choses. Hein. Les purelets d'or. Elsie Trichot, notre collègue guide, qui nous donnera nous racontera son expérience de guide E et d'alpiniste E. Claude Eckart, qui est membre du COPIL également et qui est le représentant de la FFCAM, qui a été présente tout au long de la candidature, puisque cette candidature s'est appuyée sur, encore une fois, des collectivités locales, les clubs alpins et les associations nationales de guides. Et Luigi Cortés, qui nous vient du Val d'Aoste, géographe, alpiniste. Il fait du conseil et de la formation. Et c'est un partenaire de longue date de Claude Marin pour différents événements culturels. Alors, au début, il a bien fallu qu'il y ait une impulsion. Donc, c'est Claude Marin, Luigi Cortés, pardon, qui va nous raconter les prémices de la candidature. Mais toi, peut-être là, non? Je ne sais pas s'il marche, celui-là. Il ne marche pas. Bon, bonsoir à tous. Avant tout, je m'excuse pour le français. Tout en étant un Valdôtain, je n'utilise pas tous les jours votre langue, que j'aime entre autres beaucoup. Beaucoup. Donc, je voudrais essayer de vous dire comment on a commencé. Et il y a 10 ans, à peu près, qu'on a démarré cette histoire. Ce n'était pas un petit groupe de chamonniards ou de courmayeurs. Ce n'était pas des savants, ce n'était pas des clubs alpins ou que des clubs alpins. C'était tout ça, mais quelque chose en plus. Je vous dis, donc, c'était la convention alpine que, dans l'année 2000, a dû prendre en compte toutes les candidatures au patrimoine mondial qu'il y avait dans les Alpes. Il y en avait beaucoup, entre autres le Mont Blanc, et c'était un peu difficile à gérer. Donc, un groupe de travail a été nommé, un groupe de travail qui a travaillé à partir de 2006 et qui a rendu son rapport en 2009. Mais en 2008, il y a eu une séance au Fort de Bar, en Vallée d'Aoste, qui était présidée par Roberto Domen, qui était notre surintendant aux biens culturels. Et dans cette séance, il y a eu des bons résultats par rapport à ce regard large sur les Alpes et l'UNESCO. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les amis de la Convention alpine? Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de thèmes, beaucoup d'ambitions, mais il y avait des sujets, des arguments qui n'étaient pas traités, notamment deux: l'alpinisme et les voies historiques de liaison entre les différents pays. C'est écrit, c'est dans les rapports qui ont été publiés après en 2009. L'alpinisme, pourquoi? Pourquoi ces gens-là ont pensé que l'alpinisme était une valeur partagée par tous les alpins, en pensant aux populations, aux communautés alpines? Bien, moi je pense que c'est simple, et nous on en a discuté beaucoup. Si on enlève l'alpinisme de la culture alpine, on enlève quand même quelque chose de très important qui nous caractérise, qui caractérise pas seulement les alpinistes, mais aussi les gens qui ne font pas de la montagne. Quand même, tous ceux qui vivent à la montagne se rapportent avec la montagne tous les jours. Ils connaissent des alpinistes, ils ont des alpinistes à la maison, ils ont vu des gestes d'alpinistes, ils ont vu des alpinistes mourir. Donc je pense que dans les siècles, cet alpinisme a été une dimension importante de l'identité alpine et la Convention a reconnu tout ça. Donc, c'est arrivé comment? Que suite à cette réunion dans le mois de mars au Fort de Bar, j'ai rencontré M. Domen qui m'a passé le dossier et m'a dit « Oh, regarde un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour donner suite aux indications de la Convention alpine. » Pourquoi? Parce qu'il savait que les Valdôtains, les Savoyards, Hauts-Savoyards, les Valaisans travaillaient depuis longtemps ensemble. On avait beaucoup de dossiers qui se montaient entre eux.
Là, j'ai rencontré Claude. C'était depuis longtemps qu'on travaillait ensemble et on a discuté de voir comment on pouvait donner suite à cette indication-là. Donc, pour donner un point de départ, c'est là. Je dirais que c'était quelque chose qu'on a recueilli d'un travail qui existait depuis longtemps. Je le cite maintenant, Claude. On a beaucoup de dossiers de coopération entre nos pays. Nous, dans la fiche de candidature, on en a cité un. Celui entre les guides du Val d'Ost, l'INSA, en ce moment NSCM, excusez-moi parce qu'il faut apprendre les nouveaux mots et il faut être correct, qui travaillent ensemble depuis longtemps pour valoriser le métier de guide à l'international, pour faciliter le passage du métier dans les différents pays et éviter tous les problèmes, les complications administratives, pour essayer d'eux, je dirais, pour essayer d'eux, et finalement pour approcher les jeunes à la montagne. Il y en a d'autres dossiers, aussi plus culturels, mais je pense que là, la dimension de la candidature alpinisme est quelque chose qui permettra d'aller encore plus de l'avant. Merci Luigi. Alors, Claude Marin, comment ça s'est continué? Comment est née vraiment l'idée du PCI? L'idée du PCI, Luigi aurait peut-être pu en parler, c'est qu'on a organisé pendant 5 ans à Chamonix les Piolets d'Or, où on a baigné avec tous ces alpinistes qui venaient du monde entier, et on récompensait des performances à la fois éthiques et à la fois des engagements très, très profonds de ces garçons. Et a été inventé par Claude Gardien ici, le Piolet d'Or carrière. Et la première année, on a honoré Walter Bonatti, puis Reynold Messner, etc., etc. Et quand on voyait tous ces gens-là et qu'on leur parlait de cette idée du patrimoine culturel, ils étaient tous enchantés. Je crois même qu'un jour, Walter Bonatti, on a presque pleuré. Et donc, on baignait dans cette joie, ce bonheur, et voilà, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer en 3 minutes là, la démarche. Il a fallu, comme Bernard l'expliquait, qu'on comprenne ce qu'était le PCI, patrimoine culturel immatériel. Et après, comment on pouvait présenter un dossier. On a été beaucoup aidé pour cela par Bernard de Barbieux, qui est le doyen de l'Université des sciences sociales de Genève, qui est intervenu plusieurs fois dans des assises ou des conventions du syndicat des guides. Après, nous sommes allés voir, j'ai téléphoné à des porteurs d'une pratique inscrite en 2011, c'était l'équitation française. Alors, ils furent de très bons conseils, et puis ils nous ont souhaité bon courage. Et je comprends aujourd'hui pourquoi. Ensuite, le premier rendez-vous au ministère de la Culture pour se présenter, et nous avions anticipé leur réaction. On se doutait qu'ils allaient nous dire « on ne classe pas les pratiques sportives ». Donc on avait préparé notre argumentaire, on l'a développé et on a obtenu leur accord de se présenter. La première étape, c'était l'inscription de l'alpinisme à l'inventaire du patrimoine culturel de la France. On l'a obtenu en 2015, donc il nous a fallu 4 ans pour obtenir ce label. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 pratiques qui sont inscrites sur cet inventaire. Et en parallèle, en Italie, vous avez commencé les mêmes démarches. Et donc, à partir de 2016, on a constitué ce dossier pour l'UNESCO. 2 ans, 2016-2017, on a commencé à rédiger ensemble. Et puis en 2017, on a réussi à ce que la Suisse nous rejoigne. Et là, le travail est vraiment parti. Donc, nous étions en 2017 et on nous avait donné au ministère de la Culture, parce que, in fine, c'est l'État français qui porte le dossier. Donc, ça passe par le ministère de la Culture et après par la délégation diplomatique de la France auprès de l'UNESCO, donc les affaires étrangères. Et donc, on nous avait donné une fenêtre de tir. C'était le dossier déposé en 2018 pour qu'il soit présenté en 2019, pour des tas de problèmes qui regardent l'UNESCO. Et donc, on n'avait pas énormément de temps. Le dossier UNESCO, c'est tout ça. La fiche technique, c'est la version V13.5, c'est-à-dire qu'il y a eu 75 versions. Alors,
quelquefois, on reprenait une phrase, un mot, voire un accent, mais on a échangé avec l'Italie, la France et nous à l'intérieur du COPIL, la Suisse. Donc voilà, on a déposé cette fiche. Il a fallu organiser un colloque avec des scientifiques pour valider nos travaux. Et puis il a fallu, ce que Bernard a expliqué, qu'on recherche des soutiens, ce que l'UNESCO appelle les lettres de consentement. Donc on est parti on a sollicité un certain nombre d'alpinistes, de chercheurs, des élus, des représentants d'administrations, d'associations, pour qu'ils nous écrivent une lettre de soutien, et comme disait Bernard, argumentée, solide. Et on a arrêté à 99 lettres de soutien, et j'ai vu ce matin dans la salle un certain nombre de personnes, de guides, entre autres, ou d'associations qui nous ont soutenus. Leurs lettres font partie aujourd'hui de ce dossier, et ça nous a beaucoup aidés. Nous ont beaucoup aidé les personnes du ministère de la Culture, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on a sympathisé avec eux et que le dossier leur plaisait bien, la pratique leur plaisait bien. Et puis, il faut savoir quand même que c'est, in fine, c'est eux qui portent le dossier devant l'UNESCO et qu'ils ne partent pas avec un dossier qui leur semble pas solide. Donc, ils nous ont vraiment soutenus, participé à nos travaux, corrigé, conseillé. Donc, c'était vraiment très, très rassurant. Et donc, on arrive maintenant en 2018. Il y a 3 comités à Paris, etc. Et le dossier est signé par les 3 ambassadeurs des 3 pays auprès de l'UNESCO. Il est déposé au mois de fin mars 2018. Et on a eu la validation technique en octobre 2018. Le 10 novembre 2019, il y a eu le rapport d'évaluation. Alors, il est là, vous pourrez le consulter, qui est très élogieux. Un très très beau texte dont Monsieur le sous-préfet a donné un extrait tout à l'heure. Donc on va pas le reprendre. Et donc maintenant, on attend avec un peu d'impatience un vote qui aura lieu à Bogota. C'est la session intergouvernementale qui regroupe les 24 représentants des 178 pays et qui vont voter, ou non, qui devraient voter l'inscription de l'alpiniste. Donc cette année, les sondages sont favorables. Voilà. Cette année, il y avait 54 dossiers présentés. L'an dernier, il y en avait aussi 54 et 39 ont été retenus. Voilà, donc ce n'est pas 8 ans, c'est 9 ans de travail. À toi, Claude. Il y a une carence dans le récit de Claude, c'est qu'en 2009, au Piolet d'Or, quand on a évoqué une éventuelle candidature au PCI, c'était à la fin du Piolet d'Or, c'était tard le soir et c'était au bar des sports. Et on a eu vraiment de la chance de s'en souvenir le lendemain. Alors, Luigi, un mot sur la coopération transfrontalière et l'universalité, rapidement. Bon, j'en ai déjà parlé, j'aimerais laisser la parole aux autres. J'ai déjà cité l'INSA, on l'a évoqué dans le dossier parce que nous, il y a beaucoup de thèmes de sauvegarde qui sont ceux dont vous avez parlé dans le dossier, mais ce n'est pas moi que je les vais nommer. Donc je dirais que la coopération à l'international est fondamentale dans un cadre européen. Vous, les guides, vous travaillez à l'international général, vous travaillez en sud de l'Amérique, ailleurs, mais je pense qu'il faut toujours avoir un œil à la base, ici aux Alpes, parce que quand même, il y a beaucoup de travail à faire dans l'organisation de votre métier dans l'espace alpin, et surtout ici, dans le cadre du Mont Blanc, où il y a 3 pays qui sont tout près, qui peuvent vraiment échanger rapidement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, dimension, je dirais, territoriale locale, dimension alpine, et sans doute un international très large que vous allez citer. Moi, je m'arrêterai là. Alors, Claude Marin, à nouveau, pour les porteurs du projet. Alors, très rapidement, pour l'UNESCO, c'est une communauté qui doit porter l'inscription et c'est l'État qui la sollicite, cette inscription. Donc, pour l'alpinisme, la communauté, c'est d'abord les pratiquants amateurs qui sont représentés par les clubs alpins nationaux, le CAI, le CAS et la FFCAM, qui représentent au total 600 000 adhérents. Il y a aussi des alpinistes qui ne sont pas dans le cadre de ces clubs, mais il fallait travailler avec les clubs parce que c'est eux qui sont organisés. C'est aussi les professionnels représentés par les associations nationales de guides pour les 3 pays qui représentent à peu près 4500 adhérents, bien répartis par tiers.
Et associés aux pratiquants, les collectivités locales qui sont Courmayeur, Orsières et Chamonix, qui ont initié le projet, qui l'ont porté aux côtés des clubs et des syndicats précités et qui l'ont en partie financé. Mais la communauté, c'est aussi de nombreux autres acteurs. Hein. C'est les NESA, c'est les secours en montagne, c'est les parcs, les structures d'accueil comme l'UCPA, l'IFREMON, la NENA. Donc c'est vraiment l'ensemble de la communauté que l'on a cité et on a expliqué quel était leur rôle dans cette fiche. Et donc le COPIL qui s'est réuni, qui a travaillé vraiment de manière compacte, c'est 4 Français, 2 Italiens et 2 Suisses. Alors pourquoi 4 Français ? Tout simplement parce qu'on a eu un peu plus de travail, parce que c'est la France qui portait le dossier pour les 3 pays. Voilà ce que la communauté. Alors à ce stade-là, vous êtes tous en train de vous demander à quoi ça sert. C'est la question qui revient le plus souvent. Alors là, je me tourne vers Claude Descartes, qui va nous exposer les apports que peut apporter le pléonasme, l'inscription de l'alpinisme à l'UNESCO aux alpinistes. Oui, bonjour. Alors oui, l'inscription, c'est évident, évidemment, c'est une définition d'abord de l'alpinisme au niveau international par un organisme reconnu. Ce qui ne veut pas dire qu'elle serait figée. L'alpinisme, certes, se revendique de son histoire, mais tout en continuant à le faire évoluer. En y apportant toujours le souci d'un engagement des pratiquants, d'un engagement environnemental aussi, d'un humanisme et d'une éthique. Alors, ce que ça apporterait, le PCI, d'abord, comme dit, c'est une reconnaissance vraiment universelle à travers un label international. C'est donc une référence aussi de ce qu'est réellement l'alpinisme. C'est une reconnaissance de savoir-faire, de valeurs spécifiques ancrées dans la pratique depuis des années et depuis des siècles même, ça a été dit, 3 siècles à peu près. C'est un texte, donc, sur lequel on peut asseoir le développement et la défense de l'activité et sa pratique. Et puis, en plus, concrètement, ce sont des engagements de la part des États, signés par leurs représentants à l'UNESCO, ça a été signé par les États, engagements et des États et des structures associées afin de préserver l'activité et les conditions de sa pratique. Donc, si elle se concrétise, l'inscription au PCI, déjà devrait susciter une curiosité, peut-être provoquer un regard neuf et attirer de nouveaux pratiquants que les différents clubs alpins sont effectivement tout prêts à accueillir. Elle suppose la mise en place de mesures de sauvegarde et donc de développement de l'alpinisme. Ces mesures seront portées par les 3 États soumissionnaires, par les collectivités locales, les clubs alpins, les associations de guides. Et c'est les États qui seront garants que la communauté qui soutient la candidature s'engage à développer la pratique et en assurer la pérennité. Ces mesures de sauvegarde s'inscrivent donc dans un engagement des 3 États, respecter un principe fondamental, entre autres, le libre accès à la haute montagne pour les alpinistes, donc pour une pratique responsable évidemment. Elle recouvre de nombreux sujets. Certains sont préoccupants, certains sont déjà pris en compte par les acteurs de l'alpinisme. Je vais juste en citer quelques-uns. La banalisation plutôt du terrain d'exercice. La montagne fait face à des aménagements de plus en plus envahissants. Donc l'esprit de découverte, l'immersion dans un environnement sauvage, la recherche d'un contact non médiatisé entre le pratiquant et son milieu tendent à s'effacer, et donc avec elle la culture de l'alpinisme. Donc, afin de contrer cette évolution, ce sont les termes du document UNESCO, donc afin de contrer cette évolution et d'affirmer l'esprit de l'alpinisme, des mesures nouvelles viendront compléter celles existantes. Ensuite, il y a la judiciarisation croissante qui envahit la pratique. J'y reviens pas, ça a été discuté avant, touchant professionnels et amateurs. Donc les clubs alpins et les associations de guides développeront des actions d'information et de formation soulignant
le caractère d'engagement responsable inhérent à l'alpinisme tel que décrit par les documents de l'UNESCO. L'impact du réchauffement climatique, on en a déjà parlé avant, je n'insiste pas non plus, mais des opérations seront renforcées pour renseigner les pratiquants sur les conditions rapidement changeantes des axes et des itinéraires de haute montagne, ça a été décrit. Alors en France, il y a des mesures qui ont été envisagées au cours de la procédure, ont déjà en fait été mises en place dans le cadre de la sensibilisation de nouveaux pratiquants. Une semaine a d'ores et déjà été ajoutée à la formation des guides, avec entre autres une partie consacrée aux aspects historiques, culturels de l'alpinisme, ainsi qu'à une sensibilisation aux valeurs identifiées par notre démarche conduite en vue de l'inscription au PCU. Alors, au sein des clubs alpins, des actions de formation des pratiquants, on en a parlé aussi au cours de la journée, ont été mises en place, particulièrement pour les jeunes, vers l'autonomie. Différentes filières permettent de sensibiliser toutes les tranches d'âge à la culture de l'alpinisme et à la fragilité du milieu dans lequel il se pratique. Donc, elles pourront être intensifiées. Enfin, l'élaboration d'un plan d'investissement par les collectivités territoriales et la FFCAM pour l'amélioration des refuges, qui sont des éléments fondamentaux de la pratique dans les Alpes et dans d'autres massifs, est en cours et qui sont donc ces refuges qui sont des lieux de convivialité et puis des vecteurs de la culture de l'alpinisme. Alors, en résumé, par le prestige conféré par le label UNESCO, par la référence que constitue la description de l'alpinisme, par les engagements des États, l'inscription au PCI va être un excellent outil de développement et de sauvegarde de l'alpinisme, à condition d'utiliser cet outil, bien sûr. Alors, à nous, en particulier guides et cadres associatifs, d'être les vecteurs de ces valeurs telles que décrites et, espérons-le, labellisées par l'UNESCO. Merci. Pour Descartes, merci. Donc vous avez compris que quand même, il y a des engagements qui sont sérieux, qui sont garantis, et qu'on peut s'appuyer désormais sur un texte qui est reconnu internationalement pour définir notre activité et protéger son avenir, la pérenniser. Bernard Prudhomme, est-ce que les guides vont être touchés par cette inscription au PCI ? Mais en fait, c'est les guides qui ont piloté indirectement, c'est les guides qui ont piloté l'affaire. Quand on a analysé les menaces pour l'alpinisme, quand on a constitué les mesures de sauvegarde, on s'est inspiré quand même des réflexions que les guides ont fait depuis 2 ans sur les réteils. Tout ce qu'on vous a parlé aujourd'hui, ça me rassure un petit peu. Et nous, on avait une vision de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça me rassure dans la mesure où c'est pile dans la démarche UNESCO. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est un atout supplémentaire pour toute négociation. Quand vous réfléchissez à l'enseignement du risque ou la prise du risque ou l'évolution du risque, l'évolution de la société, et que vous pensez que c'est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ça vous donne un poids supplémentaire dans la réflexion. Et avec cet outil-là, on revisite un peu la perception qu'on a par rapport à l'alpinisme. Et comme chaque alpinisme, s'ils sont 300 000 ont une définition de leur alpinisme, là on fédère sur une idée qui est l'alpinisme et de conserver cette idée d'alpinisme pour le promouvoir le plus longtemps possible. On a un rendez-vous, parce que maintenant qu'on a exposé à l'UNESCO les mesures de sauvegarde qu'on pouvait envisager et qui sont déjà pilotées un petit peu, on en a parlé aujourd'hui, on a un rendez-vous en 2021, en 2021 pour voir un petit peu où on en est et si ces mesures de sauvegarde sont bien cohérentes avec les risques qu'on avait envisagés pour l'alpinisme. Et puis en 2026, on revoit l'ensemble du dossier pour savoir si l'alpinisme a encore besoin de soutien. Mais l'UNESCO valorise l'alpinisme, ça c'est clair, et puis va le promouvoir un peu. Je crois que Nathalie ce matin s'inquiétait un peu, mais elle avait une vision un peu
un peu réduite de l'UNESCO, car c'est la vision touristique qu'on a de l'UNESCO en disant tous les sites classés, les sites nature, physique, l'UNESCO apporte un plus, et du coup ça devient une référence dans tous les tours opérateurs, et ce n'est pas le cas du tout du patrimoine culturel immatériel. On revisite l'alpinisme, non pas à travers, certes il y a l'effort, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais à travers la culture. Et c'est ce parti culturel, et c'est l'intimité de soi, son engagement personnel, sa confiance en soi qu'on redécouvre avec une définition que peut accepter l'UNESCO. Merci Bernard. Alors, une activité pour se présenter à l'UNESCO, au PCI, pardon, doit faire état de certains critères. Parmi ces critères, il y a la tradition, il y a l'existence d'une transmission à travers, ça peut être une transmission orale, ça peut être des établissements comme l'ENSA, ça peut être les clubs alpins, ça peut être tous ces gens qui font de la formation au sport de montagne. Et il y a un critère qui est très très important, c'est l'universalité. Alors l'universalité, quand on parle d'universalité en matière d'alpinisme, on pense toujours, nous, alpinistes occidentaux, au voyage. Bien sûr, c'est universel, puisque on va en Himalaya, on va en Alaska, on va en Jordanie, on va un petit peu partout. En réfléchissant un petit peu, on dit, et puis en plus, là-bas, il y a des gens qui font de la montagne, voilà. On va, d'autre part, partager toujours les mêmes valeurs. Quand on est en montagne avec des gens d'une autre culture, d'un autre pays lointain, qu'on est tout seul perdu sur les glaciers ou sur les moraines, il y a tout de suite quelque chose qui se passe. C'est une autre forme d'universalité et de partage. La conséquence, c'est que souvent, il y a une émergence d'alpinistes dans ces pays-là, même dans des pays où ça n'existait pas. On a découvert des pays où l'alpinisme émergeait seul, de façon endémique, on va dire. Récemment, à la fin du 19e siècle, on a découvert les fabuleuses tours de grès de Jordanie. Et les premiers alpinistes européens étaient anglais, en 1984. Et ils ont eu la surprise de découvrir que les Bédouins étaient des alpinistes. C'est eux qui leur ont montré le chemin pour aller au sommet du gros sommet qui était au-dessus de leur village. Et quelle surprise de voir que ces gens-là, pieds nus, en djellaba, sans matériel, ils montaient au sommet de leur montagne, et ils en redescendaient sans corde, sans moyen d'assurance, mais qu'ils avaient développé des vraies techniques d'alpinisme. Et quelle surprise de découvrir que, comme dans nos vallées alpines, ils avaient fréquenté leur montagne au départ pour des motifs de survie, des motifs économiques triviaux. Pourquoi eux, ils allaient sur leur montagne? Ils allaient pour chasser, puisque dans les montagnes, il y a un petit bouquetin qui s'appelle le bouquetin du Moyen-Orient. Et dans le bas, dans le désert, les bouquetins, ils n'ont pas grand-chose à manger. Donc avoir un peu de viande là-bas, quand vous habitez le village de Wadi Rum, c'est sympa. Et puis, autre particularité, c'est que dans les montagnes, il y a des endroits où il y a des vrais arbres. Et les Bédouins, ils montaient là-haut pour couper les branches des arbres qui étaient rectilignes sur une longueur assez importante pour pouvoir faire les mâts des tentes. Puisque dans le désert, il n'y a que des buissons tout tordus. Donc ils étaient inaptes à cet usage. Et ils montaient dans les montagnes pour ça. Et au sein de ces chasseurs et cueilleurs de branches, eh ben, sont nés des vrais grimpeurs. Comme chez nous, il y a eu une émulation, il y avait celui qui était grimpeur, celui qui n'y était pas, il y avait des itinéraires qui s'ouvraient, il y avait une compétition, il y avait de l'émulation, et on était très très étonnés de les voir, de voir en vrai des histoires qu'on avait lues sur notre pays dans les bouquins d'histoire. Alors dans l'universalité, il y a donc, surtout, c'est les groupes humains. On est devant une évolution, donc l'alpinisme toujours en évolution, une évolution fabuleuse ces dernières années au niveau de l'alpinisme féminin. Il y a de plus en plus de pratiquantes. Au niveau de la performance, on a relevé des choses absolument extraordinaires, où les filles sont arrivées au même niveau que les garçons. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elles sont moins nombreuses encore. On n'est pas encore à la parité, on est loin de là.
Mais enfin, ça bouge très fort. Elsie en est un parfait exemple, puisqu'elle est alpiniste, guide, et elle a accepté de partager avec nous cette émergence d'un alpinisme, il n'est pas différent. Merci Claude d'abord pour avoir permis, en fait, parce que dans ces assises, on pourrait parfois oublier que l'alpinisme, c'est une histoire d'hommes, mais aussi de femmes. Et en fait, quand on regarde les débuts de l'alpinisme, on voit que les femmes ont été présentes de tout temps, et puis à un niveau d'ailleurs de belles performances. Donc ça a pu commencer avec Henriette d'Angeville au Mont Blanc, je crois que c'était en 1838, Loulou Boulaz et de nombreux autres. Donc on voit que pour elles, pour ces femmes, la montagne était déjà un territoire de liberté et d'émancipation, mais ça n'a pas été facile pour autant et souvent dévalorisé. Donc je crois qu'on a tous en tête la remarque de Mamry, qui en quelques années a déclassé l'ascension du Grépon de course la plus difficile des Alpes à course facile pour dames, du simple fait qu'une dame l'avait gravie justement. C'est Claude qui m'a raconté une autre anecdote qui aujourd'hui paraît amusante, mais qui était celle du club alpin anglais, qui avait refusé d'admettre parmi ses membres une alpiniste pourtant reconnue et qui a proposé d'admettre son chien, qu'elle emmenait en fait avec elle en montagne. Et puis finalement, pas de chance, en fait, le chien c'était une chienne. Donc du coup, ça s'est pas fait non plus. Donc je crois qu'il y a eu vraiment un grand changement plus récemment dans les années 80 avec la médiatisation de l'escalade libre. Et là, cette fois-ci, vraiment, on a eu des têtes d'affiche qui sont apparues, qui ont été ultra médiatisées, comme Catherine Destivelle ou encore Lynn Hill. Et je pense que ça a vraiment apporté quelque chose, justement, dans cet alpinisme féminin. Donc alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Je crois que, comme l'a dit Claude, dans le domaine du haut niveau, les femmes sont extrêmement présentes, vraiment très performantes et font partie intégrante de ce qu'on pourrait considérer peut-être comme l'élite de l'alpinisme. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de pratiquants connaissent les noms de Nina Caprez, Inès Papert, Brett Harrington, et puis j'en passe bien sûr de nombreux autres. Ces femmes donc, bénéficient d'une notoriété, sont également soutenues par des partenaires que je tiens à remercier, et particulièrement Petzl et Mountain Hardwear pour moi. Mais par contre, je pense que voilà, cette vision un peu de la performance, c'est pas forcément représentatif déjà de ce qui se passe à l'échelle de tous les pratiquants et qu'il ne faut pas non plus ignorer pour autant l'existence de freins. Alors ces freins, ils existent et ils persistent. Je crois que ça commence très tôt. Je pense que beaucoup de parents, par exemple, vont être beaucoup plus protecteurs envers des filles qu'envers des garçons. Et moi, quand j'ai commencé l'alpinisme à 16-17 ans, il me semblait que parmi tous les copains, j'étais un peu la seule quand même à me battre et voire me cacher pour aller en montagne, pour que ça ne se sache pas de mes parents et que j'ai pas trop d'ennuis à la maison. Je crois que j'étais la seule. J'étais aussi la seule à avoir entendu à mes guides, c'est pas un métier pour une femme. Après, dans la recherche de partenaires, c'est parfois quand même un petit peu plus compliqué. Alors il y a plein de raisons. Des fois, c'est l'ego un peu masculin, un peu sans raison. Ça peut être des questions de jalousie. Et après, dans ce qui se passe en termes de notoriété, en fait, finalement, j'en ai fait un peu l'expérience récemment, il y a 2 ans, en rentrant d'expédition en Bolivie, où je pensais avoir vraiment des choses à raconter. Et en fait, du fait d'être dans une cordée mixte, finalement, il y a comme une suspicion que dans une cordée mixte, c'est plutôt l'homme qui doit être leader. Et en fait, beaucoup plus difficile de percer en termes de notoriété qu'une cordée féminine. Et du coup, finalement, il y a une publication qui est sortie de cela, mais c'était aux États-Unis. Par contre, je suis peut-être un peu injuste parce qu'en tant que femme, j'ai observé quand même qu'on peut devenir une vraie star. Et ça, c'est plutôt quand on fait un truc particulièrement stupide et que là, pour le coup, il y a beaucoup de collègues, beaucoup de monde qui semblent trouver ça très intéressant à raconter et que ça, en revanche, ça passe vraiment pas inaperçu. Donc, voilà. Le point positif, par contre, c'est qu'on observe quand même une explosion d'initiatives pour favoriser l'alpinisme féminin. Alors, c'est parti peut-être des fédérations avec beaucoup d'équipes que ce soit régionale, nationale d'alpinisme féminine. Donc ça, c'était vraiment intéressant. À l'ENSA, on a vu Alexis Malon et puis François Marcini vraiment se pencher sur la réflexion de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour amener plus de femmes vers le probatoire et en formation. Parfois même quitte à avoir des mesures qui ne sont pas forcément très populaires, donc assez courageux. Et puis chez les guides, chez les pratiquantes elles-mêmes, il y a eu pas mal d'initiatives. Donc il y a une association Girls to the Top qui va dans ce sens-là. Il y a un club Lead the Climb qui vise à former les femmes à l'alpinisme, à l'autonomie, pour lequel j'encadre régulièrement. Et on constate que ça répond à un vrai engouement
des femmes qui sont demandeuses de faire de la montagne et demandeuses de formation en particulier pour être autonomes, pour passer devant, pour participer aux décisions. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très positif. Et voilà, ce que j'observe aussi aujourd'hui dans la pratique, parce qu'on parlait un peu de la pratique féminine, est-ce que c'est différent ? Je pense que ce soit chez les hommes et chez les femmes, on retrouvera une grande diversité des profils. Mais par contre, chez les femmes, c'est peut-être réparti un peu, si on devait faire une segmentation, ça se répartit un peu dans plus de catégories. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail à faire chez les guides, chez les fédérations et chez les médias aussi, pour diversifier l'image que l'on donne de la montagne. Parce que je pense que l'image des accidents et de l'extrême, ce n'est pas ce qui peut permettre d'attirer un maximum de personnes, pratiquants et encore plus pratiquantes. Donc je crois que si on arrive à faire ce travail-là et à diversifier l'offre qui y correspond, c'est peut-être parmi les femmes que finalement on va trouver le plus grand vivier potentiel de pratiquantes sur la montagne dans les années à venir. Et je crois que même si on se plaint souvent que les femmes soient tantôt ne s'affirment pas assez, tantôt s'affirment trop, je crois que sans exception, on sera tous heureux de voir plus de femmes en montagne. Donc l'objectif, c'est pas la parité, hein, c'est plus de femmes que d'hommes en montagne. On vous remercie. On retente le film ? On va tenter le film, mais pas depuis le début. Hein. On va aller un peu plus loin. On fait le film, puis quelques questions. Ça te va là, quand on le fait dans cet ordre-là, là, on s'organise un peu en régie comme ça, si ça vous dérange pas. Tu préférais faire les questions maintenant ? Mais sinon, on fait le film, vous le regardez, les questions. Il y a des questions dans la salle, allez, on fait les questions. Feu Flamme, par contre, je vais te reprendre ce micro, on doit faire un changement. Et puis, on va te l'enfiler. François, qui est reparti, mais on va changer ce micro. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Tu vois, ils sont prêts pour le film, je crois. Ils sont mûrs. Et juste après ça, ce qu'on va faire, on va faire la conclusion avec Étienne, qui doit toujours être en train de nous regarder, et puis on le fera par téléphone. En même temps qu'il nous regarde, je vous dis, il doit être pile poil en train de regarder le biathlon. Il va nous donner les résultats. On fait ce changement de micro. La gente di montagna. Ja, der Alpinismus ist für mich ein bisschen eine Reise in den Alpen. Qu'on soit de Suisse, de France ou d'Italie, les montagnards ont des bases communes, tout en ayant des particularités intéressantes qu'il faut partager. L'alpinisme est aussi passionnant car il permet de rencontrer et d'échanger avec des personnes de cultures différentes. La science a joué un rôle important au XVIIIe et XIXe siècle dans le développement de l'alpinisme. Et ces expériences se poursuivent sur les sommets car enrichissent notre connaissance. Quelques semaines plus tard, de Maisons en réussissait l'ascension au prix d'une concurrence sévère avec 3 Anglais. Puis d'autres médias ont été source d'inspiration. Photos, films, télévision, puis Internet ont décuplé les angles de vue et pénétré. On laisse tomber le film, c'est ça ? Oui, on laisse tomber. J'ai pas vu. Tu voulais dire quelque chose ? Si vous voulez regarder le film, il est sur le site UNESCO. Merci. Alors, autre chose, l'avis des experts, l'avis d'évaluation des experts du PCI, qui est très agréable à lire, donc qui a fait l'objet des citations de la part de monsieur le sous-préfet. Claude Marin, là, on a imprimé des exemplaires, si ça vous intéresse. Il y a quelques jolies phrases sur l'alpinisme, et en particulier une remarque sur le fait que c'était une activité qui favorisait une interaction permanente de l'être humain avec un milieu naturel vierge, sans aucun filtre, qui est assez intéressant dans le contexte actuel.
On est OK là? On est OK, a priori. On va être OK. Excuse-moi, hein, j'étais en même temps au téléphone avec Paris. Donc comment on s'y prend, Clémence, là, puisque a priori on va être en relation avec Étienne Klein. Si tu veux monter, Christian, avec moi, comment on va s'y prendre? On va l'avoir. Eh ben, feu flamme. Ok. Vas-y. Ouais. Et puis comme ça, on fait un petit échange. On se cale ensemble. Il va nous faire un retour. Donc on va l'avoir en audio et pas en vidéo. Et tu peux l'appeler et puis on fait ça. Ça te va comme ça? Tout à fait. Et puis merci bien à la table ronde précédente. Hein, là, vous êtes parti tac un peu comme ça et tout. Désolé. Hein. Allô? Oui, Étienne? Oui, vous m'entendez? C'est Christian. On t'entend très bien. Est-ce que tu as pu suivre tout ça sans problème? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ok. Vous me dites quand je pars. On t'écoute. Ça y est, c'est parti? Oui. Ah ben, bonjour à toutes et à tous. Je dois d'abord vous dire que je n'ai pas vu le biathlon, je n'en connais pas les résultats, et j'espère que ça ne créera pas trop de déception. Je dois vous dire aussi que je me faisais une joie à l'idée de me trouver avec vous à Megève, mais les trains ne roulaient pas hier, mon vol a été annulé, j'aurais sans doute pu venir cette nuit en voiture, mais outre que cela n'aurait pas été très raisonnable, mon bilan carbone, qui n'est déjà pas fameux, se serait aggravé. Mais heureusement, j'ai pu suivre tous vos débats qui m'ont passionné. Et je voudrais saluer particulièrement les amis que j'ai dans la salle et que j'ai vus de temps à autre à l'écran. Alors, je voudrais d'abord rendre hommage à vos professions que j'admire. Je pense que vous le savez, enfin, ceux qui me connaissent le savent. Notamment parce que les professionnels de la montagne sont à mes yeux les plus grands éducateurs, au sens complet du terme. Vous transmettez des connaissances théoriques ou bien pratiques, vous transmettez des techniques, de l'expérience, de la culture, mais aussi des valeurs, ça a été dit tout au long de la journée, les valeurs de l'engagement, du goût de l'effort, de la responsabilité, et vous transmettez également, et peut-être surtout, ce que j'appellerais une manière d'être, un état d'esprit, une forme d'implication existentielle de l'esprit autant que du corps, qui me semble tout à fait exemplaire. Alors je ne suis pas sûr de pouvoir définir avec des mots ce que j'entends par cette expression implication existentielle, mais je pense que vous comprenez tous ce que je veux signifier. Et si vous me permettez, je voudrais vous rendre hommage en honorant en même temps la mémoire de Michel Serres, qui nous a quittés le 1er juin dernier. Vous connaissez Michel Serres, il était l'un de ces rares philosophes qui ont insisté sur l'importance de ne pas avoir les livres pour seul outil pour la pensée. Il disait par exemple, il l'a d'ailleurs dit dans une de ses dernières interviews, quelques jours avant de mourir, il a écrit « On pense avec les pieds ». Et en 1999, il a publié un livre que je trouve remarquable, intitulé « Variations sur le corps », qui est une des réflexions les plus puissantes que je connais sur l'alpinisme, qu'il a lui-même découvert sur le tard à 40 ans, et dont il a tiré des leçons cruciales. Il a d'ailleurs dédié ce livre, je le cite, à ses professeurs de gymnastique, à ses entraîneurs, à ses guides de haute montagne qui, dit-il, m'ont appris à penser. Et un peu plus loin dans ce livre, il écrit ceci. C'est quelques lignes que je vous lis, que je me permets de vous lire. « Je dois à mon guide de haute montagne et à lui seul, qu'avez-vous donc fait, ma mère, de me tenir droit et de savoir marcher ? Lorsque cet apprentissage intervient autour de la quarantaine, comme ce fut le cas pour moi, le retard surprend le corps, mais l'instruit d'autant. Quand ils sortent de leur coque automobile, nos contemporains cheminent sur du plat, sur du nivelé, de sorte que leur tête reste dans la lune, je veux dire hors de leurs jambes, pendant que celles-ci automatiquement tricotent. Les montagnards, eux, marchent avec les yeux placés le long des tendons et des muscles, assurant un regard spirituel entre deux souplesses. » Fin de citation. Grimper, c'est donc apprendre, sinon à vivre, du moins à se tenir, comme l'explique Michel Serres dans cet extrait. L'alpinisme lui semblait incarner l'ajustement en altitude de la pensée et de l'action à la situation présente. Lorsqu'on est en montagne,
L'esprit et le corps occupent la même zone concentrée de l'espace-temps sans la déborder. C'est pourquoi la grimpe se vit davantage comme le simple fait de prendre de la hauteur. Elle affûte la pensée et dépoussière l'esprit. Je me souviens avoir entendu Michel Serres, qui passait ses vacances à Briançon, dire ceci avant de partir faire une course avec son guide Jean-Yves Hubault. Il a dit « La vie étant trop courte pour être petite, on ne saurait se contenter de gravir les colonnes de Buren. » Alors tout ceci pour dire que j'ai beaucoup aimé l'expression que vous avez utilisée plusieurs fois dans la journée, celle de guide éducateur. Pas éducateur de ceci ou éducateur de cela, éducateur tout court. Et je voudrais maintenant, je vais prendre 3 minutes, vous faire part de quelques réflexions qui me sont venues à l'esprit en vous écoutant. La première, c'est qu'on entend souvent dire que, parfois dire, que l'alpinisme serait une espèce de romantisme de la solitude. De romantisme de la solitude, un mélange de fuite hors de soi, un mélange de fuite des autres et d'aboutissement de soi. Alors c'est possible, mais vos échanges montrent aussi à quel point vous êtes connectés, interactifs, solidaires. Vous êtes à l'évidence de grands partageux. Vous échangez beaucoup entre vous, avec les autres, y compris des émotions. Et tout cela vous fait former une véritable communauté dont la réalité vient tempérer et même contredire le romantisme de la solitude dont je viens de parler. Vous êtes finalement des vecteurs de lien social, notamment par le biais des refuges, de l'esprit de cordée, mais pas seulement. Le deuxième point, c'est un point banal, presque évident, mais en réalité assez profond. J'étais notamment frappé des tables rondes de la matinée qui montrent que la technologie, notamment les nouvelles technologies, comme on les appelle, modifient l'exercice de votre métier dans presque tous ses aspects. C'est une loi assez générale qui vaut aussi pour les citadins que nous sommes, mais la technique n'est jamais extérieure à la vie humaine. Elle y insère ses normes, les compose, et ainsi nous reconfigure à grande vitesse. J'ai été frappé de voir à quel point vous en êtes conscient, et comme cela change à la fois votre rapport à la montagne elle-même, mais aussi votre propre rapport aux technologies. Vous êtes des sortes d'ingénieurs, formés de surcroît à la météorologie, à la géologie, à la psychologie, ce qui n'est pas dans la formation des autres ingénieurs, et vous êtes aussi formés à beaucoup d'autres disciplines qui sont rarement enseignées ensemble. Enfin, troisième point, c'est la question des risques, qui a été très largement discutée. Vous connaissez sûrement un roman inachevé qui a été écrit par René Daumal, publié en 1944. C'est un roman inachevé puisque René Daumal est mort pendant l'écriture de ce livre. Et le sous-titre de ce roman est « Roman d'aventure alpine, non euclidienne et symboliquement authentique ». Et c'est un roman qui raconte le voyage d'un petit groupe d'hommes partis à la découverte d'une montagne de l'hémisphère sud, réputée inaccessible au commun des mortels. Et dans cet ouvrage, René Daumal définit l'alpinisme de la façon suivante. Il dit que l'alpinisme, c'est l'art de parcourir les montagnes en affrontant les plus grands dangers avec la plus grande prudence. Fin de citation. Or, vous l'avez beaucoup dit, le rapport au risque de nos sociétés évolue, le rapport même à l'idée de prudence change également. Nous vivons désormais une hypersensibilité au risque, ce qui conduit à une surenchère administrative et juridique dont certains d'entre vous ont très bien parlé. On fait finalement comme si le hasard et l'aléa avaient disparu du domaine des explications possibles. On fait comme si l'on voulait pouvoir expliciter chaque fois la totalité de la chaîne causale avec des relations de cause à effet sans qu'il y ait le moindre trou à l'intérieur. Bien sûr, il ne s'agit pas de renverser complètement cette tendance en faisant l'éloge du risque, mais de trouver la bonne mesure. Une bonne maîtrise du risque consiste non pas à le bannir, puisque c'est impossible, mais à s'y confronter pour se former et se conformer à son existence. Autrement dit, cela consiste à approcher la réalité du risque pour devenir capable de le reconnaître. Il faut d'abord le connaître pour ensuite pouvoir le reconnaître. Cela vaut pour les professionnels de la montagne que vous êtes, mais cela vaut aussi pour les scientifiques et beaucoup d'autres professions aujourd'hui. Et à ce propos, je voudrais faire 3 remarques qui seront ma conclusion. La première, c'est qu'il ne faut pas confondre risque et danger.
L'existence d'un risque nécessite évidemment celle d'un danger, mais le risque ne doit pas être confondu avec le danger. Le risque est égal au produit de l'exposition par le danger. Cela signifie que s'il n'y a pas d'exposition à un danger, il n'y a pas de risque. Le risque associé à la pratique de l'alpinisme est donc strictement égal à 0 pour tous ceux qui ne vont jamais en montagne. Le risque 0 en matière d'alpinisme est donc tout à fait accessible. Il suffirait pour l'atteindre de supprimer l'alpinisme, ce qui serait la pire des idées. Deuxième remarque, cette fois à propos non pas des risques, mais de la perception des risques. Les sociologues ont montré que pour qu'un risque soit considéré comme tel, il faut pouvoir imaginer une action permettant de le réduire. Si rien ne peut le diminuer, le risque n'est plus un risque, il devient une sorte de fatalité. Et c'est la raison pour laquelle un chercheur qui s'appelle David Fleming a élaboré ce qu'il appelle un principe inverse d'évaluation des risques. La proportion d'une communauté ou d'une société à reconnaître l'existence d'un risque est déterminée par l'idée qu'elle se fait de solutions permettant de le réduire. Et évidemment que cette tendance, qui est massive, complique votre tâche, parce qu'après un accident par exemple, on peut toujours imaginer dans son fauteuil une action qui aurait permis d'empêcher tel ou tel accident. Enfin, ma dernière remarque consiste là encore la perception des risques. On peut montrer que nous sommes beaucoup plus prompts à évaluer les conséquences de nos actions plutôt que celles de nos inactions. Vous avez tous très bien parlé des risques de l'alpinisme. Je pense que c'est un sujet en évolution, mais vous l'avez d'une certaine façon clos aujourd'hui. Alors je vous propose que pour la prochaine fois, pour les prochaines assises de la montagne et de l'alpinisme, vous changiez d'angle d'attaque en évoquant cette fois les risques qu'une société encourrait si elle décidait de renoncer à l'alpinisme. Que perdrait-elle alors? Ma réponse est qu'elle perdrait sans doute les valeurs de l'alpinisme, ce qui représenterait pour elle un très grand danger. Je vous remercie pour votre attention. Un très grand merci, Étienne, pour ces conclusions magnifiques de très haut niveau. On n'en entendrait pas moins. Merci aussi d'avoir consacré toute cette journée avec nous, même à distance. Et on te donne rendez-vous très prochainement, donc le 20 décembre, sur France Culture, pour évoquer l'alpinisme. Et puis, on a bien compris, on te donne rendez-vous l'année prochaine pour les Assises 2020 et on comptera à nouveau sur toi pour nous accompagner pour ces prochaines Assises. Allô ? Oui. Tu as entendu la conclusion de Christian ? Non, je ne l'ai pas entendu malheureusement, parce que j'essaie de récupérer l'image avec mon téléphone et ça a empêché que j'entende. Je suis désolé. Donc, je te réitère nos remerciements, évidemment. Est-ce que tu entends ? Oui, là j'entends très bien, merci. Voilà. Donc, un très grand merci pour ces conclusions vraiment inspirantes et de très haut niveau. Et puis, comme je disais, un rendez-vous très prochain avec toi le 20 décembre pour évoquer l'alpinisme sur France Culture, je crois. Avec grand plaisir. Et puis, voilà. Et puis, évidemment, donc on compte sur toi pour l'année prochaine, pour les Assises 2020 l'année prochaine. On a bien noté. Je viendrai avec 3 jours d'avance. Formidable. Merci. Allez, merci encore. Beaucoup et puis bon biathlon. Au revoir, Étienne. Bon, Christian, je crois qu'on est sur la fin de cette semaine, la fin de ces assises. Et puis, voilà, merci à tous qui ont suivi cette journée, à ceux qui sont là depuis 2 jours, à ceux qui sont là depuis 3 jours, aux membres du BD qui sont là depuis le début de la semaine.